Oui, excusez-moi. Moi, j'avais une question et une observation ou une constatation. Il se trouve que je fais partie d'une association phyto-victime qui rayonne un peu dans l'Ouest, jusque dans le Maine-et-Loire. Et il y a énormément de gens victimes justement de tous les produits en cils là, dont vous avez parlé. Donc ça se traduit par des cancers, des lymphomes, enfin, voilà, des cancers de la prostate, etc. Et en fait, tous ces coûts donc liés à ces maladies en fait, sont pris en charge soit par la MSA ou soit par le régime général. Donc ce sont des coûts cachés en fait, dont on ne parle jamais en fait. Alors je ne sais pas de quel montant, mais ça doit être. Enfin, je pense que c'est des coûts énormes parce que ça concerne quand même pas mal d'utilisateurs de ces produits-là, des agriculteurs ou des salariés de l'agro-industrie. Donc ça, c'était la première observation. La question aussi, chez nous, en Anjou, mais aussi sans doute en Loire-Atlantique, on voit fleurir des méthaniseurs. Donc pour la production de gaz méthane. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est la solution pour capter du carbone dans les sols, sachant que le méthane c'est du CH4, donc il y a un peu de carbone qui s'en va. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Alors je vais essayer de répondre, mais le problème c'est qu'après chaque question j'ai envie de faire une conférence entière. Donc il faut que je sois rapide quand même. Alors, les coûts cachés, vous avez parfaitement raison. Et on peut les multiplier, hein. Mais ce qu'on appelle l'externalité négative, c'est comme ça que parlent les économistes, les coûts cachés, ça veut dire que le lait pas cher, aujourd'hui, il nous coûte très cher. Parce qu'on paye des impôts tous pour retirer les algues vertes du littoral breton. Donc c'est un coût qui n'était pas dans le prix du lait, mais que nous payons en tant que contribuables, n'empêche que c'est un coût pour la société. Alors évidemment, beaucoup plus graves sont les coûts sanitaires, parce qu'on arrive, moi, très honnêtement, commencer même à un coût en termes monétaires d'un cancer prématuré, non, c'est un mal-être. Je ne pourrais même pas mettre un coussin en termes monétaires. Mais oui, un pain pas cher nous coûte très cher s'il y a de l'atrazine dans du robinet. Donc il faut que l'eau, et là vous êtes au courant, là il vient de sortir un rapport qui vient juste de sortir, qui a été confidentiel, donc il avait été caché. Et en fait, c'est beaucoup de l'eau dite potable de notre eau du BNL, elle est beaucoup moins qu'on imaginait. Et là maintenant, c'est pas que des ONG qui racontent ça, mais c'est vraiment une mission qui était par les trois ministères, agriculture, transition écologique et santé. Donc oui, et ça c'est des coûts gravissimes. On appelle ça des coûts cachés, externalités négatives. C'est-à-dire que notre économie de marché, en vendant des choses pas chères, parce que c'est vrai quand même que notre agriculture industrielle a été capable de produire moins cher, en moto-mécanisant et en chimisant, mais les coûts sont ailleurs. Et puis alors, la méthanisation, c'est un concept de ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Alors on parle même du méthane, je vais vous parler déjà, de l'éthanol et de l'agro-diesel. Enfin, l'idée c'est, intuitivement ça paraît astucieux, si la biomasse issue d'énergie solaire peut servir à de l'énergie pour des moteurs ou autre chose, fabriquer de l'électricité, ben, substituer de l'énergie fossile par de l'énergie solaire avec ça, ça peut paraître astucieux. Et les premiers calculs étaient formels. Quand on fait de l'éthanol avec du maïs, on regarde pour le maïs, enfin pour l'éthanol, la quantité d'énergie fossile qu'il a fallu consommer depuis la mine de phosphate jusqu'à la fabrication d'éthanol, et on observait, c'est positif, c'est-à-dire on produit plus d'énergie biocarburant qu'on a consommé d'énergie fossile. Et pareil pour l'agro-diesel, avec le colza, on disait, l'agro-diesel, le diesel, pareil, on regarde depuis la mine de phosphate, fait depuis très haut, jusqu'à la production d'agro-diesel, et on regarde en substitution d'énergie fossile, c'est génial, on produit plus d'énergie agrocarburant que ça n'a consommé d'énergie fossile. Et vous savez où est l'erreur? Vous savez où est le mensonge? Alors les économistes appellent ça coût d'opportunité, dont vous avez parlé avec le méthane. Ah oui, et l'huile de colza, ça servait à faire de l'agro-diesel. Mais du coup, il ne sert plus à la salade. Et comment on fait pour la salade? Alors là, vous avez deux solutions. Alors, on va accroître le rendement de colza de la parcelle d'à côté. Avec quoi? Avec un engrais azoté de synthèse. Ah oui, et coûteux en gaz naturel, en énergie fossile. Ah, vous avez oublié ça. Ah, vous avez oublié le coût d'opportunité, le coût d'occasion perdue. Il faut savoir que le colza sert à faire de l'agro-diesel et non pas de la salade. Vous l'avez oublié. Du coup, il y a bien un coût pour la salade que vous avez oublié dans votre calcul. Et quand on met le calcul, c'est négatif. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on prend le coût d'opportunité, fabriquer de l'éthanol et de l'agro-diesel, je suis désolé de dire, l'agro-diesel c'est avril.
Donc c'est une entreprise. Voilà, je préférais que ce soit dit par le public que par moi, comme ça je ne serais pas poursuivi en diffamation. Mais c'est bien ça, et en fait c'est négatif. C'est-à-dire en fait on consomme plus d'énergie fossile qu'on en produit en substitution. Et le méthane, je n'ai pas les chiffres par contre pour le méthane, je le dis tout de suite, mais la question exactement essaie de poser, c'est que le méthane c'est du CH4, c'est du carbone. Alors, ce carbone qui sert à ça, à quoi ne sert-il pas? Est-ce que c'est moins d'énergie alimentaire, notamment quand il y a des cultures dédiées? Parce qu'en fait, le gros problème aujourd'hui, surtout, quand il y a des cultures dédiées, notamment le maïs, c'est des calories alimentaires en moins, soit pour nos cochons, soit pour nous-mêmes. Et même si ça n'est pas fabriqué de l'humus dans le sol, le carbone du CH4, c'est moins de carbone séquestré dans l'humus des sols. Et ce qu'on a compté, les moindres rendements qui vont résulter d'avoir un moindre taux d'humus dans les sols. Alors ça n'a pas été pris en compte dans les calculs. Alors là, je vous dis tout de suite pour le méthane, mes hypothèses, c'est que c'est la même farce, sauf que je n'ai pas les calculs. Donc je ne peux pas vous assurer que oui, c'est négatif. Parce que mon hypothèse à l'heure d'aujourd'hui, c'est que dès qu'il y a des cultures dédiées, le maïs pour l'essentiel, je vous le dis tout de suite, pour ce méthane, à coup sûr, c'est négatif. C'est-à-dire la production d'énergie avec le méthane qui peut venir en substitution d'énergie fossile, eh ben, elle est moindre que la consommation d'énergie fossile. En fait, la législation permet de 15%. De mettre 15% de cultures dédiées oui. dans le méthaniseur. Oui, c'est 15% trop. Sauf que personne ne contrôle ces 15%. Il n'y a aucun contrôle en fait, et donc c'est open, quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Donc aujourd'hui, c'est du maïs qui rentre dans le méthaniseur, c'est du blé immature qui rentre dans le méthaniseur. Enfin voilà, des surfaces qui sont théoriquement agricoles dédiées à l'alimentation qui vont à la production énergétique. Donc c'est la destination des sols en fait qui change, quoi. Oui. Et là c'est inquiétant, quoi. Alors la question m'est posée aussi très fréquemment, je vous le dis tout de suite, sur ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme. C'est des panneaux solaires qui vont aller sur des terres agricoles. Alors là, le coût d'opportunité, c'est la moindre production agricole sur les terrains en question. Et là, c'est pour ça qu'il ne faut jamais être dogmatique, je pense que ça diffère considérablement d'un endroit à l'autre. Puisque je connais même des endroits viticoles, où avec les canicules d'aujourd'hui, l'agrivoltaïsme avec des panneaux comme ça, mais c'est qu'en fait, c'est surtout la qualité du vin, c'est à la fois la moindre degré alcoolimétrique et puis pas les mêmes teneurs en tanins, sont telles que quand vous avez non seulement fabriqué de l'électricité, mais en plus, vous avez plus de vignes et de meilleure qualité. Donc, il y a des fois, c'est pas seulement un coût d'opportunité, ça peut être un gain d'opportunité, une occasion saisie. C'est-à-dire qu'en même temps que l'électricité, on a une amélioration de la culture en dessous. Les seuls cas que je connaisse dont on me parle, c'est la vigne. Et dans des régions où ça souffre énormément de ces canicules précoces. Moi j'avais deux petites questions. La première c'est combien d'agriculteurs en France pratiquent l'agroécologie en pourcentage, et puis la deuxième chose, je voulais savoir ce que vous pensiez des forêts comestibles qui naissent un petit peu partout en France, où on utilise la verticalité en fait, les arbres à grand développement, moyen développement, petits fruits, etc., etc. Donc là on est vraiment sur des modèles hyper productifs sur une toute petite surface en fait. Oui, alors le nombre de... Là, on citait le chiffre de 14%, c'était ça le chiffre cité tout à l'heure. On en est peut-être un peu moins parce qu'il y a des gens qui ont, avec le moindre vente des produits bio, là, suite au problème sur le pouvoir d'achat, il y a quand même des gens qui pratiquaient, qui venaient juste de basculer vers la bio, qui sont revenus au conventionnel, parce que c'était pas assez rémunérateur. C'est vrai que les prix du marché sur les produits bio ici peuvent être fluctuants, et tout le monde n'est pas dans des circuits courts, parce qu'il y a on peut manger bio beaucoup plus cher quand c'est en circuit court et il n'y a plus de marge pour la grande et moyenne distribution. Donc ça va peut-être légèrement diminuer, mais attention, les producteurs bio, en général de plus petite surface, c'est-à-dire que quand on dit 14% des agriculteurs, ça fait quelque chose qui est un peu en dessous de 10% des surfaces. Donc globalement en surface, c'est plutôt de l'ordre de 10%, en termes de nombre d'agriculteurs, de 14%. Et l'autre question, c'était les forêts comestibles. Alors forêts comestibles, jardins vergers, enfin, et autres. Oui, certains diraient agroforesterie et autres. Oui, on peut associer. Alors, en général, il y a plusieurs cultures, c'est pas que des. Oui, voilà, exactement. Oui, oui. Donc, non, moi j'en pense plutôt le grand bien, mais c'est aussi beaucoup de boulot. Je vais très prochainement d'ailleurs en revoir, etc.
Alors, y compris ce qui est très intéressant dans ces forêts comestibles des arbres fruitiers, c'est que souvent on ne plante pas des plantules, c'est quasiment à partir de semis. Et ça permet en général un meilleur enracinement, une moindre rapidité de production, hein. C'est-à-dire les premiers fruits apparaissent plus tard, mais après, une vie plus longue des arbres en question. Alors comme c'est assez nouveau toutes ces techniques, on n'est pas encore allé à la fin de vie de ces forêts comestibles, de ces jardins vergers et autres choses. Non, non, mais c'est des choses très intéressantes. Je dis tout de suite, c'est de petites surfaces, c'est aussi beaucoup de boulot. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'Office français de biodiversité? Quel est son rôle exactement et quel pouvoir vraiment a-t-il sur ce qui se passe aujourd'hui, notamment avec toutes les manifestations qui sont un peu contradictoires par rapport à ce qu'on voudrait faire avec la biodiversité? Oui, donc il a à la fois un rôle et de recherche, mais pour ce qui est de l'incitation même de punir des gens qui ne protégeraient pas la biodiversité, il a déjà permis tout son pouvoir. Il faut être très clair. Donc avant même les querelles agricoles là, de ces derniers jours, il y a déjà eu des rétroactations, c'est-à-dire que pratiquement, ils ont l'ordre de la part des préfets de ne pas bouger et de sanctionner personne. Et du coup, la question devient, hein, pour les agricultures nouvelles inspirées de l'agroécologie, c'est est-ce qu'il faut dissuader, est-ce qu'il faut inciter, est-ce qu'il faut punir, et ce genre de choses. En tout cas, il est clair qu'aujourd'hui, pour un grand nombre d'agriculteurs qui pratiquent l'agriculture industrielle, dont je n'ai pas dit que le plus grand bien, l'écologie apparaît comme punitive. L'écologie, c'est écoterroriste ou c'est punitif. Ou barjo-bobo. C'est la présentation qui en est faite, et donc là, il y a beaucoup à remonter. Mais en tout cas, aujourd'hui, non, on a perdu ses pouvoirs, on a tout récemment. Oui, oui, pardon. Merci. Vous avez beaucoup parlé jusqu'à maintenant des agriculteurs ou peut-être un peu des rôles institutionnels différents et variés. Mais nous, consommateurs, est-ce que vous ne pensez pas qu'on a un énorme rôle et que finalement on est quand même des milliards sur la Terre à vouloir manger tous les jours? Et comment ça se fait qu'on n'arrive pas à imposer une nourriture saine pour tout le monde? Et comment on peut faire pour apporter notre soutien aux gens qui cultivent la terre de façon utile pour l'avenir, pour que ça se développe davantage, plus vite? Parce que c'est quand même urgent. Alors, donc, je racontais ça avant la conférence. J'avais prévenu les deux associations que mes propos allaient être scientifiques et que le débat allait être hautement politique. J'avais un peu dit. Alors, c'est bien le même personnage qui parle, hein. Donc le scientifique, et maintenant je vais vous parler comme un citoyen engagé. C'est-à-dire, je vais vous présenter mon programme. Non, mais vous avez le droit de ne pas y adhérer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Alors, vous parlez du rôle des consommateurs, et je crois que la réponse est très clairement oui, et c'est déjà prouvé. Je ne vous cache pas qu'à l'époque où la consommation de produits biologiques était croissante, je parle de bien avant le Covid, parce qu'il m'arrive, il s'avère que, pour du présent, mais j'ai quasiment rencontré tous les ministres de l'Agriculture, depuis Michel Barnier, qui a été ministre de l'Agriculture, jusqu'à M. Julien de Normandie. M. Marc Fesneau, je ne les ai pas rencontrés, mais tous les autres ministres, je les ai rencontrés. Et donc, quand je m'adressais à ces ministres, je leur disais, mais attendez, vous ne vous rendez pas compte, la demande en produits bio est supérieure à l'offre, donc les produits bio, d'ailleurs c'est à ce moment-là qu'il y a eu beaucoup de basculement vers le bio, parce que ça devenait rentable, hein, pour être très clair, et vous ne faites rien, Et c'est les grandes et moyennes surfaces qui, pour répondre à la demande croissante de produits bio, demandent des consommateurs, hein, la somme de nos comportements individuels. Hein. Pour moi, c'est un peu comme un droit de vote. La somme de nos comportements individuels peut avoir déjà des effets macroéconomiques. Puisque justement, moi j'ai vu à l'époque en tête de gondole des produits labellisés bio et équitables, hein, dans des monoprix. C'est-à-dire qu'il y avait des têtes de gondole, mais encore que les Leclerc, je ne sais pas comment les qualifier, mais qui comprenaient ça. Et les ministres ne comprenaient pas ça. Oui, la somme de nos comportements individuels comme changement de modèle de consommation peut avoir déjà des effets macroéconomiques. La preuve, c'est qu'on a importé et que les grandes et moyennes surfaces sont des filières logistiques d'importation qu'ils ont mises en place à ce moment-là. Donc il y a eu des occasions politiques perdues à ce moment-là. Et moi, j'essaie de leur dire, non, faites tout pour que le plus grand nombre des gens soient assurés que s'ils basculent vers le bio, la rémunération restera
sera rémunérateur. Voilà, donc ça, le changement de comportement de consommateur. Alors après, on peut aussi, et je ne vous cache pas que je suis très impliqué dans des choses de cet ordre-là, après tout, puisqu'on voit que les perturbateurs endocriniens, c'est surtout, alors c'est la définition de la femme enceinte en premier, hein, puis après c'est quand même jusque la fin de la croissance, mais c'est les âges où on est dans les écoles, les collèges, les lycées. Et bien, puisque c'est à ce moment-là que les effets des produits pesticides et de leurs métabolites, leurs produits de dégradation sont le plus néfastes, garantissons une alimentation bio dans les écoles, les collèges, les trucs. Et donc là, il faut s'adresser à des élus locaux et dire, écoutez, est-ce qu'on ne pourrait pas garantir à des producteurs en nombre croissant, si vous passez au bio, on vous garantit qu'on vous payera une partie de votre production à un prix rémunérateur, juste. Et donc là, c'est un peu contribuable, la communauté locale, c'est nos impôts locaux là, en question, mais au moins, nos jeunes sont correctement nourris. Et je pense que c'est là où il y a le plus d'urgence. Et vous avez donc des mairies où c'est déjà 100% bio, on sait toujours moins ça tout, mais... Alors il y a plusieurs cas. Les petites communes, ça marche souvent quand c'est en régie. C'est-à-dire c'est quasiment des terres communales, et là, c'est clair, y compris, comme il y a des périodes de vacances, il ne faut pas que la salade arrive quand les gamins sont en vacances. Donc on peut vraiment planifier les cultures en fonction des calendriers scolaires, écoles, lycées, restaurants universitaires. Ça, on peut le faire. Mais on peut le faire aussi par voie contractuelle pour assurer aux agriculteurs. Et moi, je travaille en ce moment sur le bassin Seine-Normandie, hein, depuis le Pays d'Hôte, au nord de Lyon, jusqu'au Havre. Hein. On parvient à interroger des collectivités territoriales, y compris, je ne vous cache pas, d'obédience assez différentes, pour qu'ils mutualisent les moyens. Vous savez qu'on va chercher des produits bio très dispersés. La logistique, c'est bien très coûteux. Et après, il faut redisperser vers les écoles, les lycées aussi. Mais si on parvient à mutualiser les circuits logistiques pour assurer, ben, je vais vous dire, il y a des endroits où ça marche. À Paris, on a plus de 25% de produits bio dans les cantines. C'est-à-dire qu'ils ont dépassé les objectifs de loi Egalim. Et c'est bio. Bio et local. Local, c'est jusqu'à 250 km. La Seine-Maritime, de la Normandie jusqu'à Paris. Donc quand on arrive à mutualiser les moyens, et pourquoi ils y sont arrivés? Parce que les parents d'élèves, le mouvement associatif s'est mobilisé. Donc notre comportement individuel, le mouvement associatif, les parents d'élèves, on veut du bio, c'est urgent, c'est les AMAP. On montre qu'avec des circuits courts et sans trucs, on peut rémunérer correctement l'agriculteur, manger bio pour pas plus cher, c'est les marchés de producteurs, c'est les boutiques paysannes, c'est tout ça, où on parvient en circuit court, comme on dit, et démontrer que oui, il y a des gens qui peuvent manger bio pour pas plus cher. Mais en même temps, je comprends bien, voilà. Et après, ben, effectivement, pour aller un peu plus loin, parce que ce qui est horrible, quand on dit, ben oui, il faut, puisque ça il y a en travail, les produits issus, par exemple les produits d'agriculture biologique, hein, ça relève très largement de l'agroécologie, vous l'avez compris, et ben c'est logique, c'est sain, c'est bon, c'est de terroir, le consommateur est prêt à payer plus cher. Oui, sauf que ceux qui n'ont pas de pouvoir d'achat ne sont pas prêts. Alors avoir des produits bio correctement rémunérés des agriculteurs que par les seuls bourgeois bohèmes qui ont le droit à une alimentation saine, et puis pour les couches modestes, les perturbateurs endocriniens et l'antibiorésistance, je veux dire que je suis contre. Donc il faut parvenir à rémunérer le travail des agriculteurs pour leurs services environnementaux. C'est-à-dire qu'il y a des techniques capables de séquestrer du carbone, on remet les animaux sur la paille, on pratique l'agroforesterie, etc. On enrichit le sol en humus. On regarde à quel prix êtes-vous prêt à nous rendre ce service d'intérêt général. Mais à partir du moment où c'est un service d'intérêt général, je trouve normal que ce soit le contribuable qui contribue. J'ai dit un pays quitte à faire payer les plus riches, hein, parmi les contribuables, pourquoi pas. Mais, et du coup, voilà. Et bien moi je trouve ça anormal. Vous nous mettez des légumineuses, vous nous évitez des émissions de protoxyde d'azote, vous nous évitez des importations de gaz naturel russe, vous nous évitez la pollution des nappes phréatiques avec les nitrates. C'est d'intérêt général. Dites-moi à quel prix vous nous mettez ces légumineuses. C'est le plan protéinique hein, déjà dont je parle là. À quel prix et je vous paye. Vous nous mettez des infrastructures écologiques avec les mésanges bleus, les chauves-souris, etc. Ça vous coûte combien de faire ça? Ok, de plat, et bien je vous paye. Et les agriculteurs qui seraient plus des mendiants demandent des aides. Avant vous avez besoin d'aide, on va vous les conditionner, etc. C'est pas ça. Non, c'est droit dans vos bottes, vous avez négocié, vous nous avez du prix, et bien on vous paye. Vous avez le droit d'être fier, vous avez rendu un service d'intérêt général correctement rémunéré. Ben, ça irait bien plus vite la transition agroécologique. Donc oui, le comportement du consommateur, mais on est quand même obligé d'interroger. Je ne vous cache pas, moi je dis souvent aux jeunes que je ne renonce pas à mon droit de vote. Je ne renonce pas à mon droit de vote, c'est-à-dire les municipalités, les collectivités territoriales, ben, c'est les parents d'élèves. Hein. Et puis les départements,
les régions, les nations, et puis même le Parlement européen. Si on ne veut pas que le traité, que l'accord, c'est pas un traité, heureusement, mais l'accord de Mercosur, il ne soit pas signé, ben ça va décider aussi le Parlement européen. Donc moi je pense qu'il nous faut jouer sur tous les tableaux. De notre comportement individuel, de notre comportement associatif, les terres de liens, qui cherchent des terres pour installer des jeunes au périphérie des villes, et puis génération future qui fait des procès à l'État. Voilà, ça rejoint un peu Phyto-Victime, des gens qui parviennent à gagner des procès contre des Monsanto ou même contre l'État qui ne respecte pas ses engagements. Mais je veux dire, on peut gagner. Enfin, on peut gagner. Chaque fois que moi j'ai gagné un petit peu, je sais qu'après on reçoit quoi. Il ne faut jamais penser que tout est gagné d'emblée. Hein. C'est un long combat. Mais oui, je pense tous unis, les parents d'élèves, les consommateurs, les environnementalistes, les paysans bien sûr, un seul et même combat. Pardon. Mais ça c'est déjà très hautement politique, ce que je vous raconte. Oui, puisque vous êtes enseignant, je voudrais savoir quelle est la part dans la formation des agriculteurs, dans les écoles de tout niveau, hein, qu'elles soient secondaires ou supérieures, quelle est la part de l'agroécologie? Très bonne question. Alors on en discutait avec une ancienne enseignante de lycée agricole. Je dirais que depuis peut-être une bonne quinzaine d'années, dans ce qu'on appelle le référentiel, le cursus des étudiants, oui, il y a un cours d'agroécologie dans ce qu'on appelle l'agronomie. Alors, l'agronomie, vous savez, nomos, ça veut dire la norme. Moi, j'essaie d'éviter ce mot maintenant, parce que la norme, c'est la variété améliorée ou la mauvaise herbe, un peu comme l'économie qui dit l'optimum et qui dit comment il faut faire. L'agroécologie, c'est la logique, c'est la science. Mais oui, l'agroécologie est quand même enseignée aujourd'hui dans le lycée agricole, c'est la complexité des agroécosystèmes, c'est enseigné. Je vais vous dire, c'est presque dans l'enseignement supérieur, où, alors évidemment c'est enseigné, moi j'ai eu comme professeur René Dumont, c'est lui qui avait encadré ma thèse, puis après, plus tard, il s'est avéré que je lui ai succédé, puisque je dirigeais l'équipe, enfin la chaire, comme on disait, qu'il avait autrefois gérée. Et puis aujourd'hui, j'ai pris ma retraite et ça continue. Alors là, je peux vous assurer que ce que je vous ai raconté est enseigné. Tout ce que je vous ai raconté est beaucoup plus en détail, évidemment, que ce que j'ai raconté. Donc oui, c'est enseigné. Le problème, c'est que le contraire aussi est enseigné. Et comment le contraire est-il enseigné? Parce qu'il y a des gens qui veulent systématiquement enseigner le contraire. Non, c'est pas si simple. C'est de nouveau des mensonges par oubli ou par omission, un peu comme ce qu'on racontait tout à l'heure sur les coûts d'opportunité et les coûts cachés. C'est plutôt par oubli. L'enseignant, alors, surtout que dans l'enseignement supérieur, la trajectoire d'un enseignant supérieur, vous savez, le mandarinat, ça existe dans ces trucs, il pourra aller au sommet du chapeau pointu du mandarin, il faut parfois donner des coups aux concurrents, qui sont pourtant les amis, en question. Enfin, il faut savoir s'en sortir. Et dans cette course en question, il y a le nombre de publications dans les revues à comité de lecture de rang A. C'est-à-dire le nombre de fois qu'on a publié dans des revues à très haut niveau scientifique et le nombre de fois où l'on est cité. Donc il faut donc, d'abord, maintenant on signe plusieurs le même article, puis on n'oublie pas de demander aux copains de citer l'article, le mien, tu l'as lu, etc. Je ne vous raconte pas à quoi ça aboutit ces querelles. Mais donc c'est le nombre de publications. Et du coup, vous êtes concentré sur la recherche plus que sur l'enseignement. Et du coup, quand vous êtes en protection des cultures, vous enseignez les champignons pathogènes et vous enseignez les fongicides. Quand vous êtes sciences du sol, vous enseignez les champignons mycorhiziens, et ce que j'ai raconté tout à l'heure. Mais lequel des deux va dire, si vous voulez soigner une plante contre le mildiou, ne mettez pas de fongicides, parce que ça va détruire la fertilité des sols. C'est-à-dire, l'enseignement publié dans les revues à comité de lecture de rang A, enfin de haut niveau, il est dans les disciplines les plus pointues. Et du coup, on n'ose pas se poser d'autres questions qui viennent des autres disciplines, même en génétique. Moi, j'ai des souvenirs à l'époque des OGM. Donc, moi, c'est pas ma spécialité, les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Enfin, je suis quand même ça de très près. Et alors, il y avait évidemment la résistance aux herbicides, le glyphosate, et puis il y avait le gène BT dans le maïs pour que ça tue la pyrale, que ce ne soit pas la pyrale qui tue le maïs, je ne raconte pas tout ça. Et puis, alors, il y avait surtout, on nous annonçait, moi, comme je travaille beaucoup ici en Asie, qu'en Asie, il y allait y avoir un riz doré dans lequel il y a 2 gènes de jonquilles qui vont faire que le riz sera doré, riche en bêta-carotène, le précurseur de la vitamine A, et on résout la question de la vitaminose A, de l'absence de vitamine A, donc pour les populations asiatiques qui mangent beaucoup de riz. Et alors évidemment, moi j'avais qu'un souci, c'était de pouvoir poser à mon collègue de génétique moléculaire, et si tes 2 gènes de jonquilles, là, pas sur un riz sauvage, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Puisque quand même les riz ont été domestiqués à partir d'espèces sauvages, je veux dire. Et là-bas, c'est là-bas en Asie.
Et alors évidemment le collègue dit « Ah non, non, moi c'est génétique moléculaire, s'il te plaît ». Alors que la génétique des populations, donc il y a des gens qui ont... Et du coup, ne me posez pas trop de problèmes. Et là, je pense qu'il y a encore un problème majeur, l'enseignement en silo, en tout cas dans l'enseignement supérieur. Alors, on racontait que dans le lycée agricole, le même prof d'agronomie raconte l'ensemble. Donc il peut, lui, plus facilement parler d'agroécologie. Il y a des progrès quand même dans le lycée agricole. Mais dans l'enseignement supérieur, vous êtes au courant, hein, l'agro-Paris tchèque, hein, comme je dis, il y a eu les déserteurs, les bichurqueurs, etc. Et donc oui, cet enseignement est encore trop technocratique, parce que surtout un enseignement silo. C'est pas qu'il y a une volonté, c'est pas que les enseignants sont des actionnaires de Monsanto et de Bayer. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais néanmoins, et puis ensuite, il y a quand même encore, dans le langage, je ne sais pas si on s'en est débarrassé dans le lycée agricole, mais la variété améliorée et la mauvaise herbe. Ça, honnêtement, que des jugements de valeur. C'est pour ça que je vous dis, je parlais scientifique et maintenant, moi, je vais vous parler de mes jugements de valeur. Alors là, le bien et le mal, maintenant, je commence à vous dire mon éthique. Mais quand on mélange les deux, variété améliorée, l'agronomie, la norme, variété améliorée, c'est meilleur, et la mauvaise herbe, c'est mauvais, là, je pense que le scientifique dépasse son rôle. Il n'a pas à dire ce qui est meilleur, d'abord de quoi on parle. Améliorer un rendement, c'est toujours accroître. Moi, j'ai même voulu vous dire, en France, diminuer le rendement. Mais diminuer encore les coûts, c'est-à-dire moins détruire. Moins produire, mais moins détruire. On détruira moins d'engrais, on détruira moins de PCC, on brûlera moins de carburant, on usera moins de tracteurs. C'est la valeur ajoutée en termes monétaires qui importe. Puis ensuite, moins de coûts cachés, bien sûr. C'est aussi ça. Et ben, du coup, améliorer un rendement, l'idée que ce serait toujours l'accroître, c'est une stupidité monumentale. De quel droit on met des jugements de valeur de cette nature-là, quoi. Et à moins, c'est encore dans les livres. On ne parle pas sélection végétale, vous verrez, c'est amélioration variétale, le chapitre. Non, c'est pas la variété. Qu'est-ce qui importe, c'est d'améliorer le bien-être du plus grand nombre. Moi, ce serait ça mon éthique. Si vous me demandez les jugements de valeur, est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte qu'on puisse améliorer le bien-être du plus grand nombre, nourrir correctement, durablement l'humanité tout entière, sans dégâts sur l'environnement, sans préjudice pour les générations futures, répondant aux enjeux. Moi, le mieux, c'est à la limite, est-ce qu'on pourrait répondre bien aux enjeux qu'on a mis là? Alors que celui qui enseigne la sélection végétale, il enseigne l'amélioration variétale et il dit qu'est-ce que c'est qu'une variété améliorée à haut potentiel génétique de rendement. Et j'en conviens, hein. Moi, quand on me demandait d'enseigner la variété IR8 là, à Madagascar, je ne disais pas la variété à haut potentiel de rendement photosynthétique à l'unité de surface. D'abord, j'aurais aimé savoir comment c'était traduit en malgache. Et du coup, le langage simple, variété améliorée. Non, il faut qu'on abandonne ces jugements de valeur dans le discours scientifique, même si chaque fois, le même scientifique peut avoir une éthique, bien sûr, on est bien d'accord. Mais l'imposer comme ça c'est technocrate. Et on n'en est pas encore complètement débarrassé. Oui, pardon, je sais. Je vous en prie. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je vous remercie énormément pour votre conférence brillantissime, qu'elle passe en transversalité de la photosynthèse au ver de terre jusqu'au Costa Rica. Tout est brillantissime, bien expliqué, c'est vraiment formidable. J'ai un deuxième volet à vous dire. Concernant la biodiversité, nous sommes membres de la LPO et nous avons planté des arbres et des haies dans des fermes. Nous sommes assez sensibilisés au sujet. Voilà, planter des arbres, des hêtres, des noisetiers, des choses comme ça. La question que j'aurais à vous poser est plutôt d'ordre éco-citoyenne. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années que je ne fais que des circuits courts. C'est-à-dire que je me déplace en tant que citoyenne dans des fermes pour acheter du local. Je veux dire, la ferme Limeur, la ferme de ceci, la ferme de cela. Peu importe la région où je suis, que ce soit en Aquitaine, dans le Morbihan ou en Loire-Atlantique, je fais toujours des circuits courts via des producteurs pour acheter des œufs, des légumes, etc. Qu'en pensez-vous sur l'indice carbone au niveau du déplacement en voiture? Et comment faire aussi pour ceux qui n'ont pas de voiture, à savoir si on veut vraiment instaurer un circuit court avec les producteurs locaux, les maraîchers locaux, par rapport à ce transport et l'indice carbone, éventuellement. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à repenser sur ce terme-là? Voilà. Alors je vais essayer de répondre. En tant que citoyenne, oui. citoyenne, au lieu de faire mes courses au Super U ou au machin,
Pourquoi pas en voiture moi je fais tout, hein. Je fais les circuits, je vais au trèfle blanc, je vais là, chapon de graines et tout. D'accord, j'ai une voiture. N'ayons pas de voiture comme on ferait. Et par contre, je dépense de l'essence en faisant tous les circuits courts pour aller chez les producteurs locaux. C'est ma question éco-citoyenne que j'allais vous poser. Vous en pensez quoi pour modalité à voir dans l'avenir? Voilà, merci. Alors, je vais essayer de répondre, y compris en 2 temps. Vos premiers propos portaient sur cette espèce de mayonnaise. Hein, donc, on mélange tout, le Costa Rica, le compost, les vers de terre et l'éthique. Oui, je pense que c'est ça l'analyse systémique. C'est-à-dire que la biodiversité, y compris, c'est pas seulement une liste d'espèces, de variétés, etc., domestiques, etc., c'est les interactions qu'il peut y avoir entre une multitude d'espèces, domestiques, sauvages, végétales, animales, microbes et autres. Et c'est surtout les services écosystémiques en question, toutes les interactions qu'il peut y avoir. Donc cette espèce de mouillanaise, c'est-à-dire que ça fait système, c'est bien une analyse systémique, holistique, globale, dans laquelle on regarde les interactions entre tous ces êtres vivants et le milieu physique, et toutes ces espèces, les unes végétales, les autres animales, les autres sauvages, les autres domestiques, et ce genre de choses. C'est ça indispensable, voilà. Ce que j'appelle un peu parfois la mayonnaise, elle prend parce que, voilà, ça joue. Alors sur le reste, c'est parfois un peu surprenant. C'est-à-dire que, évidemment, quand on se dit on va importer des bananes de Guadeloupe ou d'Équateur, etc., oh là là, le bilan carbone. Ben, sachez qu'au kilocalories mangé, la partie transport dans ces immenses paquebots pèse très peu. Par contre, je vais essayer de répondre progressivement. Sachez que quand on regarde le bilan carbone, alors il y a l'agriculture, puis ensuite l'agroalimentaire jusqu'au supermarché. Mais ce qui revient le plus en termes de coût de transport dans le bilan carbone, c'est effectivement de déplacer sa voiture pour aller chercher des marchandises au supermarché à la périphérie des villes. C'est-à-dire que même si le caddie est gros, rapporté à la calorie et la protéine qu'il y a là-dedans, c'est ce bilan carbone-là qui est le plus désastreux, bien plus désastreux que la banane importée d'Équateur. Donc il y a des choses pas du tout intuitives, mais le bilan carbone, il est très largement dû au coût de transport pour aller chercher dans un supermarché à la périphérie des villes. Alors après, évidemment, si on veut économiser ça, bien évidemment, il y a la marche à pied, mais du coup, j'en conviens, oui, justement. Donc moi, j'ai pas de voiture, hein, donc je veux dire, ça m'est facile, mais en même temps, je suis dans un centre-ville, j'habite un centre-ville, ça fait un peu l'agronome dans un centre-ville. On aura vraiment tout vu, quoi. Mais c'est vrai que j'ai tout à proximité. Donc effectivement, je peux commencer, mais par contre, je vous le dis tout de suite, dès que je pars au Brésil pour mon travail, mon bilan carbone est très mauvais. Hein. Donc c'est un peu contre-intuitif. Mais oui, c'est quand même vrai que bio, local et équitable, c'est l'idéal. Il faut viser ces 3 combats. L'équité dans le prix juste pour la rémunération du producteur et pas trop coûteux pour le consommateur, ça va de soi. Local, si quand même on peut s'éviter ces coûts de transport en question, c'est quand même génial. Et bio, bio c'est quand même moins de gaz de synthèse, coûteux en énergie fossile et moins émetteur de protoxyde d'azote. Après, il faut refaire à chaque fois les calculs, hein, selon les lieux, selon ce que l'on mange et pas. Voilà. Non, de rien, je vous en prie. Oui, aujourd'hui, il y a quand même un souci, c'est-à-dire qu'on mène tout vers le bas, les salaires, les retraites, donc les prix. Quand on va dans les supermarchés, il y a les prix bas, il y a tout ça. Donc il y a une catégorie de gens qui sont obligés d'aller vers ces produits-là, parce que financièrement, ils ne peuvent pas vraiment se payer autre chose. La question que je me pose quand même, c'est que personne ne parle, ou du moins je n'ai pas vu vraiment de discours là-dessus, c'est du coût induit par cette malbouffe, en termes de santé par exemple, en termes de coûts de pollution partout qu'il faut traiter, qui paye à ce moment-là. Hein. En fait, les gens, en consommant ces produits-là, entraînent une pollution sur eux-mêmes et sur l'environnement. Et franchement, j'ai essayé souvent de chercher s'il y avait des études qui quantifiaient finalement le coût induit par ces pollutions. Oui, alors, la réponse est qu'il y a eu des tentatives quand même, hein, de coûts. Oui. Les coûts cachés, dont on parlait coûts induits, hein, c'est les fameux coûts cachés dont on parlait tout à l'heure. Quand il s'agit de, on va payer plus d'impôts pour retirer les algues vertes, ça, on sait faire. Quand même, le coût
notamment c'est un énorme problème en ce moment de mieux potabiliser l'eau avec des méthodes modernes en question et autres. Là aussi, on peut mesurer le terme monétaire. Mais dès qu'on est dans des coûts sanitaires et de santé, y compris moi, je m'interdis, parce que commencer à mettre une monnaie à un malheur, d'un cancer prématuré et autres, on n'est plus dans le monétaire, on n'est plus dans le produit brut, on n'est plus dans tout ça, ni dans la dette, ni rien. Et donc, moi, à la limite, je ne pousse pas beaucoup, mais je souhaite par contre que les faits, eux, soient mentionnés. Et je suis un peu fier de savoir là, que le rapport sur l'eau potable qui vient de sortir, là, il y a 2 jours, et il est resté confidentiel, c'est-à-dire l'État en a la possession depuis déjà plusieurs mois, et ne l'avait jamais dit. Donc il a fallu des journalistes fous de merde pour découvrir ça. Alors ça, par contre, je suis plus là. Mais je pense que déjà qualitativement, si on racontait bien ces choses-là, ça aiderait quand même assez considérablement. Il y a un nombre quand même de produits français. Oui, oui. Alors, oui. Et y compris, donc, quand je parle, on va rémunérer les services environnementaux. Quand pour un agriculteur, vous séquestrez du carbone, vous mettez une légumineuse, vous mettez des infrastructures écologiques, etc. L'idée, elle est quand même qu'en rémunérant correctement, donc là c'est le contribuable qui paye, mais en rémunérant correctement l'agriculteur en question, et bien, il y a effectivement des services environnementaux qui nous sont rendus, et du coup, les bons produits qui résultent malgré tout de ces techniques qui fixent le carbone, qui utilisent des légumineuses, ce genre de choses, les bons produits, l'offre serait supérieure, et du coup, les bons produits deviendraient accessibles à des couches modestes. C'est-à-dire, l'idée de rémunérer les agriculteurs pour leurs services environnementaux, c'est aussi une façon de faire en sorte que les bons produits issus de ces agricultures qui relèvent de l'agroécologie, produits en beaucoup plus grand nombre, deviennent accessibles aux couches modestes, parce que l'offre s'accroît. Et du coup, les agriculteurs sont correctement rémunérés, et les consommateurs n'auraient pas à payer trop cher. Et des fois, on peut être effaré par certains prix, notamment les poulets Oui. qui sont vendus dans les grandes surfaces. Ah ben, oui, non, alors... Si j'ai des poulets, moi, ça me coûte Oui. Non, mais les poulets de 40 jours avec du soja brésilien et tout, oui. C'est marrant. Et puis si le plus vous cherchez des nuggets de poulet, il n'y a pas beaucoup de poulet. Hein. Par contre, la grande bonne nouvelle, c'est que bientôt il va y avoir des protéines d'insectes. Des vers de farine, des grillons, des... Je m'en doute. Moi j'en ai mangé parce qu'effectivement, je suis accoutumé à manger ces bestioles-là en Asie, hein, mais oui, j'observe ça. Mais d'ailleurs, je pense que ce qu'on va manger comme insectes dans l'avenir, parce que c'est vrai que les insectes ont l'avantage d'avoir des protéines animales avec un très bon équilibre dans ce qu'on appelle les acides aminés, ce que j'appelais les briques des protéines, très équilibrées. Alors que c'est vrai souvent que dans les protéines végétales, il n'y a pas les mêmes équilibres de ces acides aminés, et du coup c'est une invitation souvent quand même à manger des produits soit carnés, soit animaux. Mais là, l'avantage... Non, mais oui, mais je ne... En tout cas, oui. Non, je veux pas que ce soit mal interprété ce que je raconte. On peut manger végétarien et parfaitement équilibré. Je voudrais que ce soit clair. Bon, il s'avère que les gens mangent plutôt beaucoup de soja en général, parce que c'est quand même le soja, parmi toutes les légumineuses, c'est pour les acides aminés essentiels, c'est quand même un des plus équilibrés. Mais qu'importe, oui, on peut manger végétarien et équilibré. Je ne voulais surtout pas dire le contraire. Hein. Mais quand vous voulez substituer une protéine animale par une autre, effectivement, les insectes, eux, c'est totalement équilibré et c'est beaucoup moins coûteux. C'est quand même un peu vrai. Mais juste pour vous dire aussi, dans les autres mesures, imaginez qu'on se décide, alors attention, M. Dufumier, il arrive avec ça y est, les taxes carbone. On taxerait les engrais azotés de synthèse, fabriqués avec du gaz fossile et très émetteurs de protoxyde d'azote. Et avec ce malus, on rémunère aussitôt les agriculteurs qui mettent des légumineuses. Ben, je vais vous dire, pour l'agriculteur, la fertilisation chimique devient trop coûteuse, la fertilisation biologique devient rentable, et droit dans ses bottes, par son propre choix, eh ben, il essaie de renoncer à la fertilisation chimique en remettant des légumineuses, parce que ça devient rentable. Et là, la transition agroécologique irait bien plus vite. Donc c'est pas une taxe carbone de dire, ben, puisque vous êtes loin des transports en commun, puisque vous êtes isolé, que vous êtes obligé d'avoir une voiture, vous allez devoir payer plus cher que les pauvres. C'est pas ça. C'est pas cette taxe carbone dont je parle. C'est une taxe sur les engrais azotés de synthèse, et tout de suite, vous êtes rémunéré pour la légumineuse. Donc c'est pour l'agriculteur, je dirais, sans aucun effet, sauf qu'il a fait des choix conformes à l'intérêt général. Donc on n'est quand même pas sans solution économique pour que les bons produits soient accessibles à des couches modestes et que les agriculteurs soient correctement rémunérés. C'est quand même, on disait, bio, local, équitable, les circuits courts, les AMAP, les marchés paysans, ce genre de choses. Mais on ne manque pas d'innovation pour rendre accessible à des couches modestes des bons produits avec des agriculteurs correctement rémunérés.
Il est 23h15 bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais m'apprêter, après avoir présenté mon programme, vous demander quelques signatures pour me présenter le présidentiel. Non, c'est pas ça. Bon, on peut peut-être s'arrêter là pour ce soir. Voilà, tous, paysans, environnementalistes, citoyens, consommateurs, parents d'élèves, tous unis, même combat, on va gagner.